Bonsoir à tous. Ce soir, vous allez rencontrer des maudits, des pestiférés, qui vivent souvent dans la solitude et la culpabilité. Eux n'ont rien fait pourtant, si ce n'est qu'ils sont les parents, frères, sœurs, enfants d'un criminel. Ils sont pourtant eux aussi condamnés à la double peine. Lorsqu'on a un fils qui est condamné pour meurtre ou viol, il faut subir d'abord le choc, celui de l'enfant que vous connaissiez et qui désormais vous est enlevé, jeté en prison et dont on découvre la face sombre. Et puis, il y a le poids de la culpabilité, du « il n'y a pas de fumée sans feu ». Autrement dit, la société considère que les parents de criminels sont dans tous les cas un peu responsables des actes de leur lignée. C'est cela, la double peine, faire payer à la famille, au clan, les actes criminels et juger de l'auteur. Stigmatisation, isolement, traumatisme, c'est de cela dont il s'agit dans le reportage que vous allez voir, signé Sofia Pekmez et Andreas Otero. Soyons clairs, pour ces familles, il ne s'agit en aucun cas d'oublier les victimes de crimes, ni de se transformer elles-mêmes en victimes. Ce qu'elles souhaitent, c'est partager leur désarroi, appeler à l'aide, au moment où précisément où la société compte aussi sur elles lorsqu'il s'agit de réinsérer l'ex-prisonnier après avoir purgé sa peine. Regardez. J'arrive pas à réaliser que mon fils a tué une personne de sang-froid. C'est pas moi qui a commis cet acte affreux, c'est pas moi, je sais. Mais j'ai quand même mis au monde quelqu'un qui a ôté la vie d'une autre personne. J'ai mis au monde un meurtrier. Ça reste un meurtrier. De ça, je ne me remettrai jamais. Meurtre signe. Le tueur se sentait harcelé. Si j'ai des articles, je découpe et je mets dans le dossier. Et je sais, peut-être qu'un jour, je vais peut-être brûler tout ça. Ouais. Peut-être que je vais brûler, mais je ne me suis pas encore décidée. Et au cas où il me demande, je lui montrerai. 8 novembre 2011. Âgé de 28 ans, Miguel, le fils d'Elena, fait ses courses dans un centre commercial genevois. Il a une altercation avec un homme qu'il connaît depuis longtemps. Tous deux sont toxicomanes. Miguel tire soudain plusieurs balles sur son interlocuteur et le tue. En juin 2014, il est condamné à 10 ans de prison pour meurtre. Il voulait en finir avec sa vie malheureuse qu'il avait. Parce qu'il attendait que la police vienne le chercher. Il n'a pas pris la fuite, il voulait que sa vie s'arrête là aussi. En fait, je ne veux pas faire de lui une victime. Mais, tout compte fait, je pense que dans toute sa vie, il a été victime de lui-même, de sa maladie. Et du peu de chance qu'il a eu. C'est pas un enfant heureux, il a toujours été malheureux. Il me fatigue depuis qu'il est né, dira-t-elle plus tard. Entre l'enfant instable devenu un adulte bipolaire et la mère protectrice, ça a toujours été la fusion. Je pense que j'ai loupé son éducation. Mais on n'a pas de mode d'emploi pour être parent. On a des enfants, on peut tourner bien, l'autre peut tourner mal. Heureusement, ma fille a bien tourné. Coucou, salut, ma petite, comment ça va? Ça va. Un petit café? Ah, volontiers. Ça va vraiment? Sonia vit avec son mari et son fils, mais maman n'est jamais loin. Toujours soucieuse, mais à part ça... Elle parle souvent de Miguel et de son geste fatal. Le 8 novembre 2011 résonne encore comme un traumatisme dans la vie des deux femmes. Pour Sonia, tout commence par un article en ligne relatant les coups de feu au centre commercial. Mon cœur se met à se serrer parce que plus je lis, plus je me dis « Oh mon Dieu, mon frère est mort ». Dans ma tête, mon frère est mort. Mon frère n'a tué personne. C'est impossible de réfléchir comme ça. Parce qu'il est doux comme un agneau, parce qu'il ferait pas de mal à une mouche, parce que il m'a même jamais crié dessus, quoi. Et en fait, non, il se trouve au poste de police.
Je suis tombée de très 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 haut. Jamais j'aurais pensé qu'il ait fait ça, quoi. J'y croyais pas. Ça me fait mal au cœur de savoir qu'elle souffre pour son frère. Le mot meurtrier fait mal. Le mot tueur fait mal. Et pour moi, ça restera toujours un choc. Et c'est la vérité. Mais je l'aime. Mais il n'est pas un meurtrier. Il ne l'est pas. Mais il est, comment dire, il a tué, mais au fond de lui-même, c'est pas un meurtrier. Ça me fait mal. Ça me fera toujours mal. Oui, être parent de criminel, c'est avoir toujours mal. Mais c'est aussi ne pas pouvoir le dire. Ah, les faits sont les faits. Je veux dire, voilà, dans l'histoire, il y a mon frère qui tue, et puis il y a l'homme que mon frère a tué et toute la famille qui est derrière. Et en fait, pourquoi est-ce que je me dis que j'ai pas le droit de souffrir finalement, en tout cas de montrer que je souffre? Tout simplement parce que dans l'histoire, c'est mon frère le bourreau. Et je sais pas, je me dis que ceux qui ont le droit de souffrir, ceux qu'on doit plaindre, ceux qu'on doit consoler, eh ben c'est la maman et la famille, en fait, la famille de la personne à qui mon frère a ôté la vie. Moi-même, hein, qui ai toujours lu les journaux, les faits divers, c'est bizarre, particulièrement les faits divers d'ailleurs, avant qu'il arrive tout ça, jamais de ma vie j'ai pensé mais merde, comment elle doit se sentir la mère de ce violeur ou comment se sent le papa de ce meurtrier, quoi. Jamais ça m'a traversé l'esprit. Personne n'aime s'identifier au méchant du film ou à sa famille. Sonia fait tout pour préserver les siens de son drame familial, mais est-ce vraiment une bonne idée? C'est pas quelque chose qu'on parle à la maison. Peut-être qu'elle garde ça en elle, tout simplement. Elle n'a pas envie de m'en parler. Je sais pas. Je suis son mari, j'aimerais bien qu'elle se confie à moi, de ses sentiments. Ben, tout à l'heure, durant l'interview, elle était en pleurs et tout, donc je vois que ça la touche. Et j'aimerais qu'elle m'en parle, ça la libère. Qu'elle voie que je suis là aussi pour la soutenir, quoi. Être le parent d'un criminel, c'est souffrir en silence et subir le regard des autres, la rumeur, celle qui vous réduit à un sobriquet peu flatteur. La mère du gars qui a tué ou la mère du drogué. Il y a la fête des voisins. On allait souvent. Moi, je n'ai plus jamais mis les pieds. Parce que j'ai honte. Je sais qu'on va me... J'ai honte. Il y a une étiquette qu'on colle sur notre front. Même les voisins de mon fils, les voisins où il habitait, alors eux, ils m'ont insulté, oh là là. C'est un gros mangeur de viande. Je suis le seul contact qu'il ait avec l'extérieur, à part sa sœur. Mais... Bien sûr, il s'accroche à moi, mais moi, je commence à être vide. On vit mal, on vit très mal avec la culpabilité, avec une certaine culpabilité. Enfin, une grande, je ne peux pas dire une certaine, une grande culpabilité. D'avoir mis au monde quelqu'un qui a ôté la vie d'un autre. Souvent, les gens imaginent être beaucoup plus responsables qu'ils ne sont en réalité. Parfois, la culpabilité a aussi une utilité pour les personnes qui vivent avec cette culpabilité comme une manière de payer le prix de quelque chose dont ils pensent être responsables. Et le fait de payer, c'est un peu libératoire, c'est normal de payer.
quand on va effectivement au-delà de la culpabilité, il y a la honte. Hein. Je veux dire, par le fait qu'on est lié au criminel, on est tous atteints d'une maladie honteuse dont on ne peut pas parler, qu'on ne peut pas exprimer. Je veux dire, on ne peut pas juste supprimer le lien. On fait partie de l'atrocité d'une manière ou d'une autre. Alors, et bien évidemment, il y a des familles qui rejettent la responsabilité. Il y en a d'autres qui, au fond, essayent de l'accepter et de faire avec. Mais c'est difficile de se débarrasser de ce lien direct qui fait qu'on est dépositaire on est co-dépositaire d'une chose abominable. Il a été extrêmement difficile de convaincre des proches de nous confier leur histoire. Lorsqu'ils ont accepté de le faire, c'était forcément anonymement. Leur souffrance est ici, sans visage, leur souffrance est à bout. Noa a élevé seule son enfant. Femme indépendante et combative, elle refuse, elle, toute culpabilité suite au crime commis par son fils. Il n'y a pas de culpabilité, pas de ma part. Moi, je l'ai souvent dit, j'ai beaucoup donné. Je l'ai éduqué, je lui ai appris plein de valeurs que mes parents m'ont retransmis, les miennes. Donc j'ai écarté cette culpabilité parce que je me suis dit, si je la prends, je vais sombrer. Et je ne voulais pas sombrer. 12 janvier 2004, le fils de Noa, âgé de 29 ans, tue de 110 coups de poinçon une prostituée dans le quartier chaud de Genève. Le jeune homme avait consommé des produits stupéfiants. En juin 2005, il est condamné à 15 ans de prison pour assassinat. Il est en liberté conditionnelle depuis février de cette année. Refuser la culpabilité, c'est une façon de tenir pour Noa. Pourtant, n'est-ce pas pardon qu'elle a demandé à la mère de la victime en marge du procès? J'ai voulu la rencontrer pour, pas lui demander pardon, mais lui dire que j'étais dans une situation moins difficile que la sienne puisque mon fils était encore là. Mais que j'ai très souvent pensé à elle et que c'était une maman, on était deux mamans et les deux familles ont été détruites. Je me suis agenouillée, elle m'a pris les mains dans les siennes et elle m'a dit « Je vous en veux pas. Je veux que justice soit faite. J'ai qu'un enfant. J'avais qu'un enfant. Je suis malade, je suis vieille, mais je veux que justice soit faite. » Elle m'a donné une sacrée leçon de vie, cette dame. On arrive devant quand même les jurés, la procureure, tout ce monde-là, moi, que je connaissais pas. Et finalement, c'est pas joli, quoi. On me regarde, et on voit le regard des gens. On voit le regard de l'avocate de la partie adverse. On n'est pas bien vu. Qu'est-ce que vous lisez dans le regard des autres à ce moment-là? J'ai l'impression qu'on doit se demander comment j'ai élevé mon fils, parce qu'il vous pose des questions sur votre vie. Hein. Il vous désosse votre intimité hein, devant une salle pleine. Journaliste, la totale. Hein. Quel droit il me faisait porter tout ça, quoi. Le lien entre l'éducation reçue et le geste criminel n'est pas automatique. Pourtant, dans l'opinion publique, persiste l'idée qu'il n'y a pas de fumée sans feu. Il y a quand même là aussi une croyance qui est plutôt que c'est le résultat d'une éducation. On ne naît pas mauvais, c'est plutôt le résultat d'une mauvaise éducation, qu'il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné. Il y a eu des dysfonctionnements intrafamiliaux, il y a eu des dysfonctionnements dans les relations. Et ça, c'est difficile aussi de faire avec ce type de croyance. Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va? Ça va bien et vous? Je vous en prie. Entre Noa et maître Vincent Spira, il y a presque 15 ans de procédure judiciaire. Ça crée des liens. Alors,
Comment ça va? C'est un peu compliqué. J'ai été, je l'espère pour elle, un soutien pendant toutes ces années. C'est difficile, c'est même si c'est politiquement incorrect de le dire, ou ça peut paraître l'être, c'est difficile ce qu'une mère vit dans une situation semblable. Donc c'est vrai que c'est nouer un lien, un contact, je le qualifierais de privilégié, parce que j'étais à l'écoute de ce qu'elle vivait, de ce qu'elle ressentait. Il n'y avait pas beaucoup de personnes à qui elle pouvait se confier. Le proche de criminel crée le vide autour de lui. Les groupes de parole pour les familles sont rares. Aucun soutien psychologique spécifique n'est prévu. D'ailleurs, qui voudrait leur tendre la main? Celui qui a fait ça, comme on dit, il a fait ça, il a osé faire ça. Comment a-t-il pu faire ça? Finalement, honte à lui, c'est un salopard, c'est un monstre, puisque c'est quelque chose qu'on entend, même chez les avocats des parties plaignantes et des victimes parfois. On ne dit pas ce que vous avez fait est monstrueux, on dit vous êtes un monstre. Donc du coup, comment la mère d'un monstre peut-elle venir dire je souffre, j'ai mal? On n'a pas le droit, c'est pas bien. C'est simplement pas bien de venir le dire. La douleur des familles n'a décidément pas droit de citer. Même dans un tribunal, elle se fait discrète, semble-t-il. Le procès est entièrement centré sur l'auteur présumé. Et puis il y a une autre petite place, moindre place, qui est réservée aux victimes et aux familles éventuellement des victimes. Une troisième place pour les proches de l'auteur en tant que tel n'existe pas. En revanche, les proches sont présents et sont entendus. On appelle cela des témoins de moralité, pour donner un éclairage sur la personnalité de leur auteur. Dans toutes ces situations, la douleur de la famille, on la sent, elle est en filigrane. Mais elle n'est évidemment pas le centre du procès. Quelque part, il y a un reste de la loi du talion, il y a un reste de la loi du sang, de l'idée qu'autrefois, chez nous, et encore aujourd'hui probablement dans d'autres cultures, ou dans des pays moins démocratiques que nous, on fait payer à la famille ce qu'a fait l'auteur. On prend la famille, le clan, pour responsable de ce qu'a fait le membre de ce clan. Il y a des endroits où une réponse adéquate au viol d'une femme est de violer une femme de la famille de l'auteur, ou la réponse à un meurtre est de prendre la vie, pas forcément de l'auteur, mais d'un membre de la famille de l'auteur. Je pense qu'il nous reste quelque chose dans notre société qui, heureusement, ne pratique pas ce genre de choses. Il y a probablement quand même un bagage philosophique, culturel, historique, qui fait qu'on a peu d'empathie pour la famille de l'auteur, peu de compréhension, oui. L'assassin a-t-il entraîné sa mère dans sa chute? Ils habitent aujourd'hui ensemble et n'en ont parlé qu'une seule fois. Il m'a demandé « Est-ce que tu me pardonneras un jour ?» Et je lui ai dit « Mais c'est porter un jugement. Si tu me demandes de te pardonner, ça veut dire que je te juge. Et je te juge pas, parce que quelque part, je sais que c'est pas toi qui l'as fait. C'est une autre dimension. C'est sous l'effet de la drogue. Je peux pas pardonner, de toute façon, un truc comme ça. Il n'a jamais été écrit qu'un être humain doit tuer un autre être humain pour n'importe quelle raison. Je crois que la question, elle se pose pas. Je me la pose pas. Je lui en veux, oui, je lui en veux d'avoir foutu sa vie en l'air, d'avoir foutu aussi une partie de la mienne. La vie d'Ariane aussi a été chamboulée. Ariane, c'est l'amie de la famille, celle qui n'a jamais lâché ni Noah, ni son fils. Elle va entretenir avec lui un échange épistolaire très ouvert pendant toute sa détention. Je pense à ma maman. J'espère qu'elle a le moral. Je sais qu'elle est bien entourée, mais même je sais qu'elle pense à moi et moi à elle. Et ça, c'est dur. J'ai vraiment été un sale gosse durant ces années, alors qu'elle m'a toujours encouragée et même lancée pour réussir ma vie, et j'aimerais un jour lui rendre l'appareil. Et c'est un peu tard que je m'en rends compte. Que de regrets. Elle mérite tellement mieux que moi.
J'ai honte de ce que je suis devenue. Dis-lui à ta manière ce que je t'écris, toi, tu trouveras les mots qu'il faut. Et je n'ai pas le courage de le lui dire, tout ça. Voilà, Ariane, je te souhaite mes meilleurs vœux 2005 et je te fais un gros bisou et encore merci pour tout. J'ai jamais pensé que c'était un monstre. J'ai pensé qu'il avait fait quelque chose de gravissime. Et pour moi, ça reste. Mais je ne peux pas dire, je n'ai jamais jugé, évidemment. C'était pas à moi de le faire, c'était à la justice. Et je crois que sa vie, son acte a bouleversé ma vie. Ça, il faut que je le dise. Ma vie a changé. Ma vie, j'ai un autre regard. Je n'accepte rien de ce qui s'est passé, bien sûr, mais j'ai beaucoup plus de tolérance et puis de compréhension pour ces gens qui sont tout de même, qui passent par des moments terrifiants après leur acte. Et là, je crois qu'on n'imagine pas quand on est à l'extérieur. Je n'abandonnerai jamais, entre guillemets, parce qu'il n'a pas besoin de moi pour vivre. Mais on a une amitié quand même qui est longue et moi, je suis prête à continuer le temps que Dieu me prête vie. On ne se rend pas compte à quel point les familles touchées par un drame pareil portent. Et je suis horrifiée que des gens puissent s'écarter de ces gens-là. Ces familles, elles ont besoin d'être entourées, d'être aimées, d'être soutenues. On ne peut pas annuler l'histoire. Elle est là, elle le sera toujours. Il est escarpé ce chemin. Hein. Il est comme ma vie. Accrochées l'une à l'autre depuis 15 ans, Ariane et Noah ont tout traversé ensemble. Et c'est ensemble, encore et toujours, qu'elles ont découvert un univers, celui de la prison et ses matons. Tu vois pas. Hein. Je dois reconnaître qu'à ce moment-là, ils ont été corrects. Il y a des fois où ils ont été très peu corrects. Où au fond, on était maltraités par les gardiens. Et... À Gorgier, ça se passait bien. Chandelon, c'était oui ou non selon les gardiens. Et à Bellechasse, ils étaient pas du tout... ils étaient, comment est-ce que je pourrais dire, irrespectueux des familles. C'est comme si on devait porter toute l'histoire des personnes qui étaient à l'intérieur comme prisonniers. Je pense qu'il faut un amalgame entre la mère et l'enfant, quoi. C'est moi qui l'ai fait, cet enfant-là. Donc, ils doivent penser qu'on fait partie de la même trempe. C'est particulier, quand même. Bien sûr que c'est moi qui l'ai fait, mon fils, et bien sûr que je l'aime, mais je suis pas responsable de ce qu'il a fait à l'âge adulte. Tous les proches que nous avons rencontrés ont souffert du regard porté sur eux par les agents de détention. Même certains avocats y sont sensibles. Toujours en déplacement, la pénaliste Yael Hayat connaît presque toutes les prisons du pays. Et malgré l'habitude, elle ne s'y fait pas. Je fais ce métier depuis un certain temps déjà. Chaque fois que je rentre dans un univers carcéral, je ressens moi-même une certaine violence. On est dans quelque chose, dans un univers retranché. On est dans un univers avec des règles, avec des portes qui claquent, avec des clés, avec des portiques, avec des fouilles, avec des surveillances, avec des regards, avec des caméras. On est donc dans un monde où il y a peu de lumière. Et donc, c'est pas un monde où on se sent très à l'aise. Et pour ces personnes-là, pour cette mère, pour cette épouse, pour cet enfant, pour tous ses proches, bien, je comprends qu'ils puissent ressentir une certaine violence. Entre le loup et l'agneau, Yael Hayat a fait son choix. Celle que l'on surnomme parfois l'avocate du diable ne représente que des personnes accusées de crimes ou de délits, très rarement des victimes. Du côté des proches, moi j'ai aussi le sentiment parfois que lorsqu'ils se rendent en prison pour des parloirs ou lorsqu'ils se présentent devant les juges, il y a peut-être cette tentation qui est de les rattacher au crime d'une certaine manière. Cette mère qui peut être la mère d'un criminel de grande envergure, bien, quand elle se présente devant un établissement carcéral, il va y avoir un regard assez dévisageant.
il va y avoir un regard très dévisageant. Comme si, au fond, elle était rattachée au crime et comme si, d'une certaine manière, elle en était la complice. Parce que ce lien, c'est un lien assez particulier. Et donc, elle le porte, ce regard-là. Elle le porte, ces mères-là, ces épouses. Et c'est quelque chose qui n'est pas rationnel, mais je pense que parfois, il peut y avoir ce regard. Au niveau du regard, je veux dire, c'est les interactions humaines. Je veux dire, un agent de détention, il n'est pas différent de la famille qui vient. Au niveau des émotions qu'il peut avoir, qu'il peut ressentir, il peut y avoir des gens qui répondent mal, etc. Mais j'ai envie de vous dire, c'est possible. Des familles vont venir ici pour une visite ou amener un colis. Et une des difficultés aussi pour eux, c'est d'arriver dans ce monde qu'ils ne connaissent pas. C'est très très sécurisé avec des règles très strictes pour pouvoir rentrer dans une prison. Et après, vous voyez derrière moi, il y a un guichet, comme un guichet à la poste ou un guichet à la banque. Et c'est forcément aussi le contact humain, il passe pas forcément très facilement à travers un guichet. Donc voilà, c'est compliqué d'avoir un contact très développé. L'accueil des familles, pour la famille, c'est vraiment quelque chose d'important. Dans la formation de l'agent de détention, c'est 1/1000. Alors que la formation des agents de détention s'étale sur 3 ans, seules quelques heures sont effectivement consacrées à l'accueil des familles. Au bout de ces 3 heures, vous aurez encore plus d'infos sur quelques exemples de ce que vivent ces familles. Ça, c'est juste pour vous montrer. Nous sommes au Centre suisse de formation pour le personnel pénitentiaire à Fribourg. Lorsqu'ils ne sont pas en formation, les agents présents travaillent déjà dans des prisons romandes. Souvent, les familles nous disent, mais lui, il est tranquille, nourri, logé, blanchi. Il fait une petite note, il a un assistant social. Il fait une petite note, il voit un médecin. Et puis moi, je suis dehors. Je dois tenir le rythme de la prison. Je dois aller que le mardi à telle et telle heure. Je dois être à la maison pour recevoir son téléphone. Je dois aller voir l'avocat. Je dois m'occuper des enfants. Je dois régler les questions d'impôts. Je dois régler les questions d'assurance. Et au fond, plusieurs familles nous disent « Mais moi, je suis comme enfermée à l'extérieur, mais ça ne se voit pas. » Je pense qu'il est très important quand même qu'on ait un mot sur la famille des détenus. Ça fait quand même partie de notre travail. Il est important de penser que les détenus ont le droit d'avoir une visite. C'est un droit que nous avons le droit de restreindre pour des raisons disciplinaires. Mais je suis convaincu que si on enlève à un détenu son droit de visite, on lui enlève tout espoir. Dans ce travail, je pense qu'avec les familles, il faut avoir 2-3 directives, mais il faut savoir rester humain. Prof à 16 heures, Viviane Schechter est directrice de Repère, relais enfants-parents romans. C'est la seule association totalement centrée sur l'aide aux proches de détenus. Elle propose écoute, accompagnement et surtout une aide très pratique, comme ces navettes. Voilà, alors on y va. Elles conduisent les familles dans les différents lieux de détention, généralement excentrés. Vous la prenez souvent, cette navette? Oui, minimum 3 fois par mois. Ça me facilite par rapport au trajet, parce que c'est assez loin de la gare. Et puis, je suis sûre d'être présente pour ne pas annuler ma visite avec mon copain. Au volant aujourd'hui, Nicole, une des quelques 60 bénévoles que compte Repère. Les trajets, en fait, ce sont les moments privilégiés pour nous parce que il y a des échanges très, très intéressants. On partage leurs émotions. Et surtout, au retour, elles ont, à mon avis, un visage lumineux, en général. Il y en a quelques fois qui sortent avec les yeux embués. Mais sinon, elles sont contentes de raconter ce qu'elles ont vécu, de partager leurs sentiments. Il y a beaucoup de méconnaissance
de ce que vivent ces familles. C'est juste en dehors du viseur, un peu dans l'angle mort de nos voitures quotidiennes. Hein. Et pourtant, le rôle des familles est primordial, surtout lorsque le prisonnier redevient un homme libre. Le système, de manière générale, va se retourner vers les familles. Donc pour nous, c'est essentiel qu'on soutienne ces familles, qu'on puisse les aider à tenir pendant ce temps de la détention, en étant bien informées, en étant accueillies, en étant écoutées, pour qu'elles puissent tenir ce rôle qui est important pour vous, pour moi, pour que dans notre société, ces hommes et ces femmes puissent revenir, s'insérer ou se réinsérer de la manière la plus adéquate possible. Autour de la directrice, Lauriane, Céline, Ludovic et Sandrine, en tout une petite dizaine de salariés, assurent les mandats de repère. Le soutien des enfants de détenus est probablement l'activité principale de l'association. Ouais, parce que là, on a des enfants qui de temps en temps nous disent « mais moi j'ai plus envie d'y aller ». Et puis ça n'a rien à voir avec la qualité du lien ou le besoin d'avoir ce lien avec ce père ou cette mère détenue, mais c'est plus que le quotidien de cette visite, ce qui est proposé comme rencontre, n'est pas du tout pensé à hauteur d'enfant. Ce qu'on va faire, c'est vraiment accompagner ces enfants, parfois par des entretiens, par du soutien. On va parfois rencontrer leurs profs à l'école, faire un lien avec leurs copains, regarder comment ils peuvent gérer leur quotidien. Et puis pour un petit groupe d'entre eux, on va les accompagner vraiment physiquement en prison. Il n'a que 8 ans, Pablo, quand son père est incarcéré. Son petit frère n'en a que 5. L'association Repère, en particulier le psychologue Ludovic, va aider Pablo et son père à garder le lien. Ludovic me pose des questions qui me font réfléchir par rapport à mon père et à moi. Quand j'ai pris conscience qu'il n'est pas en prison pour rien, je voyais un côté obscur en lui. Et Ludovic m'a permis de comprendre et un peu grandir mentalement. Ça m'a permis d'accepter les circonstances. En 2011, le père de Pablo est condamné à 10 ans de prison pour viol. Il avait laissé sa victime pour morte. Il pourrait bénéficier d'une liberté conditionnelle dans quelques mois. Retour à la maison pour Angelica, la mère de Pablo, et son petit dernier. Elle a une nouvelle vie désormais. Après le drame, Angelica s'enfonce dans une terrible dépression. Son quotidien s'écroule. Elle décide de quitter son compagnon, mais garde le contact pour leurs 2 enfants. Elle partage aujourd'hui la vie d'un autre homme et la famille a trouvé une stabilité. Repère y est pour beaucoup. Quand je rencontrais Repère, c'était la délivrance parce que j'avais une charge trop lourde sur moi. J'arrivais plus, c'était difficile pour moi. J'étais dans une situation très, très, très compliquée. Donc, j'avais l'impression que tout le monde me voyait comme la femme d'un criminel, de quelqu'un de pas bien. Le soutien psychologique pour mon enfant, c'était la chose la plus importante qu'ils ont fait. Parce qu'il pleurait tout le temps, c'était un enfant trop timide, trop angoissé, c'était compliqué. À cette situation, ils nous ont apporté tout, en fait. Thérapie individuelle et familiale, transport et encadrement des enfants lors des visites en prison, organisation de leurs vacances. Repère, c'est une présence de tous les instants auprès d'Angelica et ses enfants. Comme tous les proches de criminels, la mère de famille a dû faire face à des difficultés psychologiques et à une forme d'isolement, sans compter les problèmes d'argent. Souvent, c'est le salaire principal qui est derrière les barreaux, qu'il soit légal ou pas. Et puis la prison, ça coûte. Ce sont des trajets pour aller en détention, c'est un réaménagement de la vie quotidienne. Est-ce que madame doit travailler plus? Est-ce qu'il faut faire garder les enfants? Est-ce que je déménage? Enfin, des choses de ce type-là, sans compter des frais d'avocat, des frais de justice et autres. Donc vraiment, des difficultés psychologiques, sociales, économiques. Je crois que les familles, ce qu'elles nous racontent la plupart du temps, c'est que c'est un vrai bouleversement dans leur quotidien.
Tout change, tout évolue. Seuls les imbéciles ne changent pas. Tout change, tout évolue. Seuls les imbéciles ne changent pas. J'insiste, je persiste et je signe. Cossy a repris le micro après des années d'incarcération. La dépression, le regard des autres, l'impasse économique sont de tristes rengaines pour lui et sa femme Claudia. Il y a eu un chamboulement phénoménal et pourtant la vie continue. Il faut continuer à assumer ce qu'on faisait avant. Il faut être... il faut être forte. Garder courage, garder la tête haute et être là pour les enfants. Surtout pour les enfants. Parce que ils ont besoin d'être soutenus. Ils avaient besoin d'être soutenus et ils ont énormément souffert. Ils ont eu beaucoup de problèmes liés à cette déjà arrestation très violente qui s'est effectuée devant leurs yeux à 7h du matin. 7h du matin, février 2013, l'impensable s'abat sur la famille. Cossy est arrêté pour le viol d'une mineure. Il est condamné en juillet 2014 à 4 ans de prison. Cossy n'a jamais accepté le verdict. Il se dit innocent. Vous avez d'un côté un homme qui a clamé son innocence pendant des années, qui continue et qui est ravagé par le fait de ne pas avoir été entendu par la justice. Et de l'autre côté, une femme qui est là, qui est digne, qui est droite et qui tient la maison. Il y a une harmonie incontestable entre ces deux êtres. Depuis quelques mois, Cossy a retrouvé les siens et les gestes du quotidien, réguliers, apaisants. Je te pose la question, pourtant c'est moi le chef que je suis. Il est rentré à la maison et ça c'est magnifique parce qu'on est de nouveau ensemble. Malgré le temps, malgré ces 2 ans et demi. On est là, tous les 4. Notre amour est intact. Et c'est ce qui compte le plus au final. C'est que cette histoire ne nous a pas détruits. Donc on va avancer, on va continuer à avancer. Mais c'est vrai que la fragilité est encore là parce que il n'y a jamais eu de preuves concrètes. On a toujours espoir, on continue à se battre pour essayer de faire en sorte que le procès puisse être réouvert. Y aura-t-il une révision du procès? De toute façon, coupable ou innocent, Cossy et les siens ont dû vivre, et vivent encore, avec une marque infamante sur le front. Le couple se remet tout doucement du tourbillon émotionnel qui l'a laissé KO. Claudia parle aujourd'hui de ce qu'elle a enduré, mais pendant toute la détention, elle a préféré garder silence. Il a bien dû comprendre, voir que je souffrais, évidemment. Mais effectivement, moi, je ne lui parlais pas. Donc, j'avais vraiment pas envie de rajouter une couche. Il est arrivé une fois où, effectivement, j'ai eu un accès de colère parce que j'en avais juste trop. Et c'est sorti comme ça. Où je lui ai dit que je lui en voulais, en fait. Du fait qu'on se retrouve dans cette situation-là. Derrière les barreaux, Cossy est désemparé. C'est clair que ça m'a fait aussi beaucoup mal parce que je me culpabilisais aussi par rapport à ma petite famille. Dans la mesure où c'est mon incarcération qui a amené ma famille dans toute cette souffrance, dans tout ce qu'elle a subi. Je ne gérais rien. Moi, il suffit de penser à eux et c'est tout comme si on a pris un couteau bien tranchant et comme enfoncé dans le cœur. Jour et nuit, j'étais très très mal. Moi, il y a ça,
surtout qui me détruisait. Aux crimes qui ravagent les familles, il faut ajouter la nature du crime. Compter dans ses proches un meurtrier implique une immense souffrance. Mais compter un violeur, c'est ajouter à la souffrance l'infamie. Pour la famille, c'est terrible. Une femme d'un homme accusé de viol qui se promène dans la rue a l'impression qu'il y a l'étiquette sur son front « Mon mari est en prison pour viol ». Bien sûr que c'est beaucoup plus stigmatisant. Est-ce que vous l'avez vécu comme ça? Bien sûr, bien sûr. Et c'est extrêmement... c'est violent, c'est humiliant. C'est difficile, bien sûr que c'est difficile. Parce qu'il y a ce regard des autres qui est tout le temps là. Ouais. Mais moi, j'essaye même de ne pas voir tout ça. Parce que sinon, c'est à mes risques et périls. Tout ça me détruit. Continue à me détruire. Et là, je servirais alors à quoi? J'avais peur qu'ils ne s'en sortent pas. Que ce traumatisme soit trop important pour qu'on arrive à s'en sortir, en fait, tous les deux. Et mais aujourd'hui, au final, ça n'a pas duré si longtemps que ça. Je vois qu'il se porte mieux, en fait, aussi, de semaine en semaine. Il a retrouvé le sourire, sa joie de vivre. À danser, à rigoler, à jouer avec les enfants. Donc ça fait beaucoup de bien, c'est encourageant. Et je me dis que tout n'est pas perdu, que je n'ai pas perdu. Que c'est toujours l'homme que j'ai rencontré, que j'ai aimé, qu'il est revenu. La population carcérale est à 95% masculine. Les proches sont donc essentiellement des femmes et des enfants. Je retiens toujours effectivement chez les femmes une vraie résistance. Et ça m'a toujours émue de les voir si présentes, si soutenantes, avec une force tout à fait particulière. De grandes dames, de grandes figures. L'histoire d'ailleurs a démontré que les femmes savent être des vraies résistantes. Je dirais, elles sont dans l'action, elles sont là. Et puis, au fond, peu importe ce qu'il en est, j'ai l'impression que le message, c'est on est là et on réglera les choses plus tard. Proche de criminels, le rôle n'est pas exclusivement féminin. C'est un père que nous retrouvons dans le sud de la France, du côté d'Avignon. Son fils Mathieu a violé et tué. Dominique Moulinas et son épouse Sophie ont osé dire leur douleur. Ils ont même commis un livre. Ils ont brisé le tabou. J'ai pas conscience de briser quelque tabou que ce soit, et puis si je l'ai fait, j'ai envie de vous dire tant mieux. Vous savez, il se passe pas une semaine sans que je dise à quelqu'un, mais attends, Sophie et moi, on n'a rien fait. Oh. Vous voyez, on n'a rien fait. On n'a rien fait. Vous voyez, derrière ces trois mots-là, quoi, c'est pourquoi se priver finalement de témoigner? Qu'est-ce que tu peux dire qui n'est pas entendable? Les Moulinas, c'était presque la famille modèle. Un couple uni, 2 filles adorables, et Mathieu, le fils aîné. Ce tableau va voler en éclats. 16 novembre 2011. Mathieu, âgé de 17 ans, viole et tue Agnès, une copine de 13 ans. Il tente de brûler son corps. 1 an auparavant, il avait abusé d'une autre adolescente. Diagnostiqué schizophrène, il est condamné en octobre 2014 à la prison à perpétuité. Est-ce qu'aujourd'hui, Dominique, vous avez réussi à faire le lien entre votre fils, Mathieu, un ado qui ne posait pas de problème particulier, et l'homme que vous allez voir en prison, qui a commis un acte terrible? Un crime, oui. Un crime
épouvantable. Vous arrivez aujourd'hui à vous dire c'est la même personne? Non. Non, aujourd'hui, au moment où je vous parle, moi, je ne vois que mon fils. Mais je ne vois que mon fils parce que je ne connais que mon fils. Sa petite sœur appelle ça le Mathieu noir. Vous voyez, le Mathieu noir, pour nous, il est inconnu. On ne l'a pas vu, on ne l'a pas senti venir, on ne le connaît pas. Je le connais à travers des rapports d'expertise, je le connais à travers le discours de psychiatre. Je l'entrevois, mais cet homme-là, je ne le connais pas. Moi, je vois toujours que nous, on dit notre Mathieu. Vous voyez, mais c'est la seule personne que je connais. Et je sais que c'est certainement un tort. C'est la seule personne que je veux connaître. Très souvent, même nous, on reproche, vous voyez, ce monstre-là qu'on ne nie pas, puisqu'il existe. Mais ce monstre-là, on ne veut pas le connaître. Ça fait partie du chantier. Et dans le petit cabanon? Le crime de Mathieu a obligé sa famille à changer de région. Le crime de Mathieu a en fait tout changé. Éric, lui, n'a pas bougé. Il était le meilleur ami de Dominique avant les faits. Il le reste. C'est une amitié unique qui a été commencée avant les 10 ans. C'est vrai, quand on nous entend parler, on parle de plein de petites choses. On rentre pas dans des sujets vifs. Parle-t-il de Mathieu? J'avoue que non. J'avoue que j'ai eu du mal, quoi. Alors, je ne sais pas si c'est par pudeur ou pour ignorer les faits. Peut-être pour ignorer les faits. Éric et sa femme ont préféré couper les ponts avec Mathieu. Ils ne lui ont jamais rendu visite en prison. C'est quand tu es confronté aux choses que tu sais... Mais nous on s'est toujours dit, et si ça nous était arrivé à nous, qu'est-ce qu'on aurait fait? Voilà. Parce qu'on ne sait pas. En fait, on ne sait pas. Mais non, tu sais pas. Et en même temps, j'allais dire, tu peux pas souhaiter que ça arrive aux gens pour qu'ils puissent connaître ça, quoi. Non, mais par exemple, nous, on voit les efforts que tu fais pour aller voir ton fils et tout ça. Et nous, on ne sait pas si on l'aurait fait. On pense que oui. Moi, je pense que oui, mais je ne sais pas. Franchement, je ne sais pas. Tu vois, je ne dis pas qu'il faut abandonner ton enfant, mais c'est extraordinaire de faire ça. Extraordinaire, non? Après, et c'est pas donné à tout le monde, voilà. Mais c'est donné à nous et on le fait naturellement. Est-ce que vous avez lu le livre? Non. Je ne sais pas ce qu'il y a dans ce livre, mais en fait, j'ai pas envie de le savoir. Qu'est-ce qui vous fait peur? De découvrir des choses et puis, je le dis franchement, hein, mais je sais pas si j'aurais fait un livre, moi, à leur place. Je sais pas si je l'aurais fait. Ses parents devraient se cacher au fond d'un trou. Quand on voit que leur fils a fait et qu'eux passent dans les médias et écrivent un livre sur le sujet, il ne faut pas s'étonner du comportement du fils. Ils sont aussi mongols que leurs gamins. Le livre a suscité beaucoup de réactions, souvent hostiles. Pour nous, Dominique plonge dans ses remarques qu'il préfère généralement ignorer. De quoi ils se plaignent, vous voyez, comme si, effectivement, le fait de pouvoir parler, on était dans la plainte, quoi. Non, il ne me semble pas qu'on se soit plaint de quoi que ce soit. Hein. De quoi ils se plaignent, ils ont la chance de voir leur enfant régulièrement. Condamnés à être des parents à perpétuité, c'est le sentiment de Sophie et Dominique. C'est aussi le titre de leur livre et celui d'un documentaire diffusé par France 2. Honteux, innommable, indécent, la démarche du couple Moulinas n'est décidément pas comprise. Ça me touche pas, parce que je connais pas ces gens. Sophie est beaucoup plus sensible, où elle dit, mais après tout, ici ils avaient raison, quoi. Ici on était vraiment des ordures, vous voyez, parce qu'elle est toujours dans un état où elle cherche, où elle est... Voilà, et effectivement, quand on nous insulte, elle se dit, ils n'ont pas forcément tort, vous voyez. Nous avons rencontré Sophie, qui n'a pas souhaité participer à ce reportage. Elle nous confie se sentir parfois à bout de force. Elle essaye désormais de se reconstruire pour elle et pour sa famille. On ne peut pas ne pas être impacté par des choses pareilles.
Je pense que de toute manière, on est toujours atteint psychologiquement. On traverse une crise et une remise en question fondamentale qui peut aller jusqu'à la remise en question de ses propres valeurs, de ses propres croyances, c'est-à-dire de notre construction personnelle comme de la construction des familles. Donc non, je ne pense pas qu'on peut en sortir indemne. Et je pense que ce serait bien que ces personnes-là osent beaucoup plus consulter. Tout le monde doit avoir le droit à cette chance d'être aidé et d'être un peu réparé. Courage aux parents des victimes, courage aux parents des assassins, qui sont eux aussi des victimes. Là aussi, c'est délicat de se sentir victime de son propre fils. Mais non, on n'est pas des victimes de Mathieu, on est ses parents. C'est déjà ça, quoi. J'allais vous dire, c'est déjà suffisamment difficile d'être les parents de Mathieu, sans être encore ces victimes, vous voyez. D'ailleurs, vous avez une phrase assez belle que vous avez répétée dans plusieurs médias et qui est dans votre bouquin. Vous dites « On ne peut pas faire autrement que d'aimer notre fils ». Ben oui. Mais c'est pas... Non, on ne peut pas faire autrement, on ne sait pas faire autre chose. Vous voyez, c'est peut-être navrant, hein, c'est peut-être ce qu'on nous reproche finalement, quoi. Arrêtez de l'aimer. Mais ça, on n'y arrive pas. Qu'est-ce que vous voulez que l'on fasse à ça? Ça se commande pas, quoi. C'est pas quelque chose, on ne peut pas nous dire, tiens, arrêtez ça, c'est pénible pour tout le monde. On ne peut pas. Aimer son enfant malgré soi, peut-on agir autrement? Depuis le geste criminel de son fils, il y a 6 ans, Elena ne rate jamais une visite en prison. Vous l'aimez encore, votre fils, aujourd'hui? Je sais pas. J'aime mon fils, c'est-à-dire, j'ai une énorme compassion pour mon fils. J'ai la compassion. Je sais qu'il a besoin d'aide. Au fond de lui-même, il n'est pas méchant. Il n'est pas méchant. Et il a les deux en lui. Il a le bon et il a le mal. Mais je ne sais pas parfois qui c'est que j'ai en face de moi. Le criminel ne se résume pas à son crime. Il a généralement une famille, des amis, tout un entourage qui, lui, endure une double peine. Celle de voir un être aimé sombrer et celle de devoir encaisser le coup en silence. Rappelons encore cette statistique. En 2016, les prisons suisses comptaient 6 912 détenus. Les femmes ne représentent que 5,6% de la population carcérale. Et même si aucune famille de femmes détenues n'a témoigné dans notre reportage, il va de soi que leur souffrance est tout aussi profonde que lorsqu'il s'agit d'un homme. Excellente soirée à vous tous, très belle semaine et à bientôt. C'est la saison des petits bulletins de versement dans les boîtes aux lettres appelant à donner généreusement pour de bonnes causes humanitaires. Et les Suisses sont généreux, 350 francs par habitant pour lutter contre les crises, la faim, la pauvreté. Mais désormais l'humanitaire est un énorme business qui brasse des milliards et fait face à des crises immenses. Où va l'argent? Combien les victimes reçoivent-elles vraiment? Enquête dans les coulisses de l'humanitaire.